Bonjour à toi et bienvenue sur les nouveaux formats du podcast Vers l'éclosion. Après les épisodes que j'ai enregistrés avec des femmes qui t'ont partagé leur histoire avec la maladie, j'avais envie de reprendre le podcast parce que c'est un format qui me parle. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de te parler d'hypersensibilité. En tout cas, de te parler d'hypersensibilité à travers ma propre histoire. Alors il y aura de l'hypersensibilité, il y aura aussi peut-être d'autres choses que j'ai explorées, que j'ai expérimentées et que j'ai envie de te partager. Mais en tout cas, je te partagerai des choses qui, je l'espère, t'aideront, te donneront des pistes à explorer et pourquoi pas te donneront envie d'être accompagné. Que je t'accompagne à vivre au mieux avec ton hypersensibilité. Je te laisse avec l'épisode qui va suivre et je te souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, j'aimerais parler d'hypersensibilité et du rapport à l'autre. Et le petit soupçon de dépendance affective, parce que pour moi, ça fait partie du lot aussi. Déjà, je pense que les relations, c'est un sujet complexe de manière générale, et encore plus quand on est hypersensible. Je fais partie de groupes d'hypersensibles et la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, ce qui est partagé, la détresse qui est partagée est toujours en rapport avec la relation, que ce soit dans le couple, l'amitié ou bien le travail. Alors je crois que c'est peut-être même le plus gros dossier qui concerne les personnes hypersensibles. Qu'est-ce que je pourrais dire en premier sur ce sujet-là ? Déjà, c'est que l'hypersensible, qu'il sache qu'il est hypersensible ou pas finalement. Au début, en tout cas, il va penser que son fonctionnement est un fonctionnement universel. C'est-à-dire qu'il va penser que tout le monde fonctionne comme lui. Et que tout le monde agit comme lui. Et du coup, quand il va être confronté au fait que les autres ne fonctionnent pas comme lui et surtout n'agissent pas comme lui il aurait agi, ça va être une source de souffrance déjà à la base. Parce qu'il ne va pas avoir conscience que les autres fonctionnent différemment et qu'ils ont d'autres façons aussi d'agir qui ne sont pas moins importantes que la façon dont il agit lui. Simplement, c'est une façon qui est différente, mais qui est perçue par l'hypersensible comme quelque chose où on se sent pas important et on sent pas qu'on a de la valeur. Du coup, je pense que c'est une première chose déjà, voilà, parce que c'est une source de souffrance. Donc finalement, le premier truc, c'est de savoir qu'on a un fonctionnement qui est différent et que on a une façon d'agir, chacun d'entre nous a une façon d'agir et un fonctionnement qui va être différent. Et donc déjà comprendre que notre propre fonctionnement et nos propres façons d'agir pour permettre ensuite de comprendre le fonctionnement des autres et comment les autres agissent. Donc déjà, il est question de connaissance de soi avant de parler d'amour de soi. Ça, j'en parlerai plus tard. Mais déjà de la connaissance de soi et de son fonctionnement. Ensuite, il y a une autre chose qui est importante, je crois, dans la relation à l'autre. C'est la toute première relation qu'on va avoir avec l'autre. Et il s'agit de la relation qu'on a avec nos parents, ou bien nos figures d'attachement aussi, qui sont en fait des personnes qui vont s'occuper de nous lorsqu'on va être enfant. Donc ça dépend des situations dans lesquelles on vit, ou dans lesquelles on a vécu. Mais c'est pas forcément les parents du coup. Et c'est vrai que dans cette première relation-là, je trouve que ça met quand même les bases. À la fois parce que on va s'imprégner de ce qui se fait entre ces grandes personnes qu'on côtoie, de comment elles vont réagir, etc. Et puis aussi parce que, comme ce sont des figures
non, figures d'attachement, mais ce sont des personnes qui sont là pour notre survie, eh bien quand on est plus sensible que la norme, on va avoir tendance à s'adapter, se suradapter pour que la survie, notre survie, soit maintenue. Et donc on va faire en sorte d'être l'enfant sage, à ne pas déranger, s'effacer, prendre peu de place aussi. Et comme ça, en fait, si on est sans histoire, pas remarqué et dans la norme, en fait, on est aimé parce qu'on ne crée pas de problème. Et je pense que ça, c'est aussi renforcé en fonction du vécu qu'on va avoir quand on est enfant, qui va venir vraiment renforcer tout ça. Moi, si je prends mon exemple, j'ai grandi avec un frère autiste sévère qui prenait toute la place. Et donc, ma sensibilité a fait que je me suis encore plus adaptée à ça et fait en sorte de me faire toute petite et de faire plaisir tout le temps pour éviter quelque part le conflit, mais aussi pour éviter de rajouter de la difficulté à mes figures d'attachement. Et donc voilà, c'est en ça où je dis que le vécu a aussi un impact sur ça. Et quel que soit le vécu, finalement, c'est pas tant comment vous avez vécu, si c'est quelque chose de gravissime ou de difficile en apparence, mais c'est la façon dont vous l'avez vécu. Et ça, il y a une corrélation aussi avec une enfance traumatique. C'est que ça réside pas dans l'événement qu'on a vécu, que ce soit un événement ponctuel ou répété, mais plus la façon dont on a vécu les choses. Et ça peut être des événements d'une banalité qui on se dirait même pas, quelqu'un qui n'est pas hypersensible se dirait même pas, ah oui, mais ça a constitué un traumatisme, d'accord. Donc pour moi, ça part de là aussi, le rapport à l'autre. Beaucoup de ce qu'on va vivre pendant l'enfance. Finalement, c'est en me suradaptant, en faisant du masking, donc en ayant un effet de mimétisme avec ce qu'on attend de moi, eh bien je suis validée, je suis aimée. Et comme quand on grandit, c'est là où le cerveau, en fait, en quelque sorte, récupère les informations de son environnement. Et le cerveau, là, comme information, ce qu'il récupère, c'est que pour être validé, pour être aimé, je dois me faire tout petit, je dois me suradapter, je ne dois pas déranger, je dois m'effacer. Et donc, une fois que le cerveau, quand on est enfant, a récupéré cette information, il va se construire avec cette information-là. Et c'est en ça où ensuite, quand on devient adulte, on va continuer à avoir ce type de fonctionnement avec les autres. Parce que c'est la seule chose qu'on a connue et c'est aussi la seule chose qui est sécurisante et qui va nous assurer une validation et le fait d'être aimé. Et ça, évidemment, je pense que d'autres hypersensibles se reconnaîtront, mais moi, c'est ce que j'ai vécu dans mes amitiés et dans l'amour aussi. En amitié, je sais que j'ai eu une très forte relation avec une personne. Alors j'étais beaucoup plus jeune. Évidemment, je n'avais pas conscience de mon hypersensibilité, je ne le connaissais absolument pas. Je ne savais pas tout ce que j'ai dit juste avant. Absolument pas du tout. Je vivais juste avec mes tripes, avec mon cœur. Et cette relation était très forte. Et j'ai donné beaucoup de choses pour cette personne, que ce soit en temps, que ce soit en énergie, que ce soit en matériel. Et pour moi, c'était normal en fait. Je ne me posais même pas la question de est-ce qu'elle va me le rendre, est-ce qu'elle le mérite. Non, pour moi, c'était normal parce que j'aimais cette personne en amitié et que c'était juste normal quoi. C'était juste normal.
Et je pense que c'est là aussi où il y a eu une forme de dépendance affective qui a commencé, c'est que je pense qu'inconsciemment, je faisais tout aussi pour être validée et pour être aimée. C'est vrai que quand j'y repense, c'était très compliqué pour moi d'aller à l'encontre de la vie de cette personne, ou quand j'essayais de mettre une limite, je culpabilisais énormément parce que je me disais qu'elle n'allait plus m'aimer tout simplement. Et du coup, je faisais en sorte qu'il y ait le moins possible de conflits. On appelle ça des conflits, mais en réalité, c'est juste être honnête avec soi-même et être honnête avec la personne. Sauf que à l'époque, c'était pas possible pour moi. Enfin, c'était très difficile et je culpabilisais à chaque fois qu'on n'était pas d'accord. Et je me souviens pas qu'on se soit trop foutu sur la gueule. Je me souviens d'une seule fois où on s'est vraiment foutu sur la gueule, mais où c'était plus fort que moi en fait, et je pense que c'était aussi toute l'accumulation des limites que j'arrivais pas à mettre qui étaient sorties à ce moment-là. Et à la fois c'était sorti tel un torrent, et en même temps il y avait une énorme culpabilité juste après d'avoir sorti les choses comme elles étaient sorties. Alors, ça restait des embrouilles de pacotille, hein, mais je me souviens de cette dispute-là. C'est la seule dispute vraiment qu'on ait eue. Et par la suite, il y a eu un moment où cette personne a posé une limite, peut-être de façon un peu trop brute pour moi. Et j'ai pris ça comme une trahison. Parce qu'elle avait posé une limite et que pour moi, elle n'avait pas pris en compte le fait qu'elle me connaissait et que mes intentions n'étaient pas mauvaises. Et en fait, j'ai été énormément blessée en ça. Ça a créé une fracture dans l'amitié qui, par la suite, s'est transformée en rupture parce qu'à partir du moment où je me suis sentie blessée et trahie de cette façon, c'était pas possible pour moi de continuer comme avant. Voilà, c'est aussi un des traits, je crois, des hypersensibles, c'est comme on donne à 100%, voire 200%, quand il y a une fracture telle que je l'ai vécue, même si pour l'extérieur c'était pas quelque chose de très grave, pour moi c'était énorme. Et du coup ça a mis fin à cette amitié. Parce que derrière finalement aussi la limite qu'elle avait posée, en prenant pas en compte qu'elle me connaissait, ça faisait comme si je n'avais plus de valeur en fait, comme si tout ce qu'on avait vécu ne faisait plus le poids face à cette situation qui avait amené à mettre une limite. Donc oui, en amitié, c'est très compliqué d'être hypersensible, surtout dans une relation telle que je l'avais connue. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je n'ai plus ce type de relation. Je ne sais pas si inconsciemment, je m'engage plus autant pour me protéger, ou si simplement cette expérience-là m'a appris que je n'avais pas besoin d'être autant avec une personne pour être juste avec un lien d'amitié. Mais en tout cas, voilà, la personne à l'époque, c'était ce que je peux considérer comme une meilleure amie. Et à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas de meilleure amie, en tout cas pas de cette façon-là. Parce que c'était un lien qui était trop fort, trop fusionnel, et à la fin qui fait souffrir. Un autre point aussi sur l'hypersensibilité, enfin sur l'hypersensible, il a du mal quand même à être dans une amitié en groupe. Il est beaucoup plus à l'aise avec
les relations en one-to-one, où il peut y avoir des conversations profondes, où il se sent vraiment écouté, vu, respecté, etc. Et d'ailleurs, j'ai été dans des amitiés de groupe aussi. Et c'était compliqué pour moi parce que j'avais bien conscience que j'étais pas acceptée telle que j'étais. Donc je faisais énormément de masking. Et je paraissais comme on voulait que j'apparaisse. Et pareil avec des discussions qui m'ennuyaient parce que c'était trop de superficiel et que ça manquait du coup de profondeur et d'authenticité. En fait, quand on est en groupe, les personnes, même si elles sont pas hypersensibles, je trouve qu'elles ne se montrent pas vraiment comme elles sont à l'intérieur d'elles. Et du coup, il y a une sorte d'amitié de surface, moi, qui me dérange beaucoup, où je me sens pas à ma place. Et d'ailleurs, c'est d'une amitié de groupe, lorsque j'ai su que j'étais hypersensible et que j'ai commencé à poser des limites, à dire non, à me respecter, etc. C'est des amis, entre guillemets, d'une amitié de groupe qui se sont éloignés. Parce que je faisais plus de masking, parce que je m'adaptais plus, parce que j'étais pour une fois moi-même et que du coup ça ne les intéressait plus. Et ça a été difficile à vivre parce que tu te rends compte que même si tu te suradaptais et que tu faisais du masking, tu étais quand même là, tu étais quand même présente, tu as quand même apporté des choses, pas forcément matérielles, mais du temps, pareil, de l'énergie. Et tu étais là de façon sincère. Même si tu n'avais pas vraiment l'impression d'être à ta place et que tu cherchais quand même de la validation, ta présence, elle était sincère. Quand tu voulais aider, tu voulais vraiment aider. C'était pas jouer. C'était pas du cinéma. Et du coup, quand les personnes s'en vont parce que t'es toi-même et parce qu'enfin tu veux te sentir mieux, tu te prends une gifle. Mais en même temps, je me dis, ça fait le tri. Les personnes qui t'aiment et qui t'aimaient vraiment à la base pour qui tu étais, peut-être parce qu'elles voyaient au-delà des apparences, ou peut-être parce qu'avec elles, il y avait moins de masking, eh bien elles restent. Elles restent dans le temps. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Les personnes avec qui il y a une réelle connexion et quelque chose d'honnête, ça reste dans le temps. Et finalement, c'est bien plus précieux que de chercher la validation de beaucoup de personnes. Vaut mieux avoir, et d'ailleurs l'hypersensible a très peu d'amis aussi, c'est justement pour ça, parce qu'ils cherchent des liens profonds, des liens sincères, et qu'il vaut mieux avoir peu de liens profonds et liens sincères que des liens superficiels en quantité. Donc voilà, à travers déjà avec l'amitié, on sent qu'il y a de la dépendance affective parce qu'il y a ce besoin de validation, ce besoin d'être aimé et de faire aussi un peu les choses en fonction des autres finalement, sans trop vraiment s'écouter, sans trop vraiment respecter ses limites. Évidemment que ça existe aussi en amour, parce qu'on veut être validé aussi par la personne qui partage notre vie. Et on veut être aimé. Et d'ailleurs, pour partager ma propre expérience, le début de la relation a illustré très bien la dépendance affective parce qu'il y avait ce besoin de fusion, vraiment quelque chose de... Mais c'est même pas que c'était intense, c'était... quand je dis fusion, pour moi, c'est vraiment les deux personnes qui fusionnent ensemble. Et il y avait vraiment ce truc d'un besoin presque viscéral de fusionner avec la personne.
Et en fait, la personne avec qui j'étais n'est pas hypersensible. Et donc, il n'y avait pas ce même besoin de fusion. Disons qu'il était peut-être moindre, mais du coup, c'était perçu par moi comme si la personne s'en foutait. Alors qu'en réalité, pas du tout. Mais il y avait un tel décalage entre mon fonctionnement et le fonctionnement de la personne avec qui j'étais, que j'avais l'impression, du coup, que la personne ne m'aimait pas. Par sa façon d'aimer, par son fonctionnement. Parce que, comme je le disais au début, l'hypersensible s'attend à ce que l'autre fonctionne et ait une façon d'aimer identique à lui. Sauf que chaque personne a une façon d'aimer qui est différente. Et il n'y en a pas une qui vaut plus qu'une autre, c'est simplement des façons d'aimer différentes. Et effectivement, une fois que j'ai eu conscience de ça, mais des années après, j'ai vu toutes ces choses que la personne avait fait et que la personne fait toujours, qui est sa façon d'aimer. Mais ça n'a pas été le cas pendant de nombreuses années et ça a été de la souffrance du coup parce que cette dépendance affective et cette absence de connaissance dans la façon d'aimer me conduisait toujours à me remettre en question parce que j'avais l'impression de ne pas être assez pour la personne, parce que derrière je ne ressentais pas l'amour de la personne. Et donc j'étais toujours en train de me comparer, de me sous-estimer en permanence, d'avoir l'impression de ne pas avoir grand-chose, etc. Et aussi parce que je cherchais cet amour que je n'arrivais pas à me donner dans la personne avec qui j'étais. Je cherchais à combler ça. Et du coup, c'est là aussi qu'il y a la dépendance qui s'installe, c'est qu'à partir du moment où tu vas chercher quelque chose d'autre que tu n'arrives pas à te donner toi-même, c'est très difficile quand on est dépendant. D'ailleurs, la dépendance, c'est un mot qui est très fort, qui parle de lui-même. C'est que tu, en quelque sorte, t'es pas autonome. T'arrives pas toi-même à te donner quelque chose. Et tu vas dépendre de quelqu'un. Et c'est difficile à vivre, évidemment, que ça génère de la souffrance et tu vas sans arrêt te comparer aussi aux autres, à exagérer des situations, à t'inventer des films aussi. Moi, je sais que je me suis beaucoup torturée pour finalement pas grand-chose. Et à partir du moment où j'ai commencé à me connaître, à comprendre tout ça, à déverrouiller tous ces mécanismes et toutes ces croyances qui étaient en place sur le fonctionnement, sur la valeur, sur le fait d'être acceptée, sur le fait d'être moi-même, la relation, elle a changé. Parce que j'ai eu la chance de continuer à être avec cette même personne depuis le début. La relation a changé. Et aujourd'hui, elle est beaucoup plus fluide, même si ça fait des années. Elle est beaucoup plus fluide qu'au début. Beaucoup moins dans... Certains apparenteraient ça à de la passion, mais c'est vraiment ça, c'est... Parce que la passion, pour moi, c'est pas un amour qui est sain. C'est quelque chose qui est destructeur. Mais c'était un petit peu ça pendant plusieurs années. Pour moi. Et du coup, aujourd'hui, c'est devenu un amour sain. Un amour où il y a vraiment de la connexion, de la communication. Ça aussi, c'est un point qui est essentiel, vital dans les relations, c'est la communication. Alors oui, c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile parfois de communiquer, que ce soit avec un ami, que ce soit avec un conjoint ou une compagne. De communiquer pour dire des choses qui sont pas forcément agréables pour soi et pour l'autre. Mais c'est néanmoins nécessaire. Alors après, évidemment, il y a des façons de dire les choses. Et là, on peut aller chercher du côté de la communication non violente à apprendre à s'exprimer aussi. Ça peut aider. Mais voilà. En tout cas, il y a ce truc-là, voilà, de profondeur, d'intensité et de dépendance affective pour moi
dans l'hypersensibilité avec le rapport à l'autre. Et s'il y a bien un truc à retenir, du coup, c'est apprendre à se connaître déjà, savoir qui on est, savoir comment on fonctionne, savoir comment on aime, et savoir ensuite aussi que les autres fonctionnent différemment et que c'est pas retourner toujours contre, ou diriger en tout cas contre nous. C'est parce que la personne a son propre fonctionnement, ses propres blessures, et va agir de telle ou telle façon aussi. Ou va aimer de telle ou telle façon aussi, parce que c'est ce qu'elle a peut-être appris aussi à faire comme ça. Mais le but, voilà, c'est de, une fois qu'on sait tout ça, savoir discerner ensuite à quel moment nos limites ont été franchies pour pouvoir continuer à se respecter et à respecter nos limites. Ensuite, évidemment, il y a la communication. C'est quelque chose d'essentiel dans les relations. La communication, et je le disais, si c'est difficile de communiquer, on peut trouver différentes façons de communiquer. Peut-être que l'écrit sera plus facile au début. Peut-être qu'on peut se dire, j'aimerais qu'on communique plus, mais là je suis plus à l'aise aujourd'hui avec l'écrit. En fait, ne pas hésiter à dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent dans des relations qui sont sincères. Parce que même si la personne nous connaît, elle saura peut-être pas que pour toi c'est plus facile d'écrire que de parler. Et le simple fait de le dire, déjà ça... Ok, la personne elle comprend. Et toi tu as pu aussi poser une limite. Et la personne derrière, elle sait. Elle va pas se poser 1000 questions et ça va pas créer de malentendus. Et ensuite, le dernier truc, et ça, work in progress, je sais pas si on a suffisamment de toute une vie pour y parvenir. J'espère que oui. Mais c'est s'aimer en fait. L'amour de soi. Alors ça fait très cliché comme mot, l'amour de soi, s'aimer, oui très bien, c'est très beau sur le papier, mais en réalité, c'est pas aussi évident. Et ça je le sais, parce que je le vis aussi. Et c'est pas grave. On démarre petit à petit, pas après pas. On commence peut-être à s'aimer pour les choses qu'on fait qui sont cool, qui sont chouettes, qui sont positives. Et puis on finit aussi par s'aimer pour toutes ces fois où on s'est trouvé nul, toutes ces fois où on a foiré, toutes ces fois où on a fait une erreur, toutes ces fois où on a été dur avec soi-même, on a été dur avec les autres. Parce que l'amour de soi, c'est ça aussi, c'est pas juste s'aimer quand on est successful et quand on est au top, non, c'est aussi s'aimer quand on est au plus bas. Et ça, oui, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Aujourd'hui, je suis pas arrivée au bout. Certainement pas. Mais j'arrive déjà à discerner les fois où j'ai été trop dure. Ou les fois où, j'ai pas réussi à m'aimer là parce que c'était trop. Voilà, pour l'instant, j'y arrive pas. Mais simplement, le fait de le noter, c'est une avancée. Voilà ce que je pouvais dire sur les relations. C'est déjà pas mal. J'espère que ça t'aura parlé, ça t'aura peut-être aidé à te sentir moins seule. Et peut-être que tu auras des petites idées pour avancer et commencer à poser tes limites, à te respecter, à t'aimer un peu plus. En tout cas, n'hésite pas à te faire accompagner pour traverser ça. Et puis voilà, n'hésite pas à m'écrire si tu as envie de parler de ce sujet. Et puis je te dis au prochain épisode. Prends bien soin de toi.